Bonjour à tous, après ma vidéo de prise en main du LG G3, le moment est venu de passer à la suite, et même aux choses sérieuses, et de nous attaquer un petit peu à son test et à la présentation de sa surcouche et de son écosystème. Alors pour rappel, le LG G3 sortira en France à partir du mois de juillet. Il embarque un écran de 5,5 pouces capable d'afficher une définition de type QHD. Alors ça a l'air de rien dit comme ça, mais c'est quand même du 2560 par 1440. Donc c'est plutôt correct. Derrière, on a aussi un Snapdragon 801 qui va être couplé soit à 2 Go, soit à 3 Go de mémoire vive, tout dépendra du modèle choisi. Même chose pour le stockage qui oscillera entre 16 Go et 32 Go suivant les versions. Alors derrière, on a aussi un capteur de 16 millions de pixels avec une optique stabilisée. Et puis après, une batterie de 3000 mAh. Je passe sur la caméra frontale, sur le Wi-Fi AC, sur le Bluetooth 4.0. Ça, vous connaissez déjà. De toute façon, toutes les spécifications techniques sont disponibles dans l'article qui va être rédigé et publié sur la Fredzone. Donc le mieux, c'est d'aller voir si vous voulez avoir plus d'informations sur le terminal. Alors maintenant que les présentations sont faites et que vous savez à qui ou plutôt à quoi vous avez affaire, eh bien je pense qu'on peut passer aux choses sérieuses et puis attaquer le test. Alors comme d'habitude, je tire bien votre attention sur le fait que cette vidéo ne sera pas complètement exhaustive non plus. Je ne peux pas vous montrer toutes les particularités de la surcouche mise au point par LG, mais on va quand même s'intéresser, je dirais, aux fonctions les plus intéressantes, et puis surtout à ses spécificités, puisqu'il y en a quand même quelques-unes. Donc histoire que vous puissiez vous familiariser un petit peu avec l'écosystème du constructeur, et voir quels sont ses arguments et ses atouts face à la concurrence. Donc déjà, pour déverrouiller le terminal, c'est pas compliqué, puisqu'en fait ça fonctionne exactement comme le G2. On a ce qu'on appelle le knock-on, qui consiste à tapoter 2 fois sur l'écran pour le réveiller. Alors maintenant, la plupart des constructeurs le proposent, c'est notamment le cas de Sony avec le Z2. LG a été le premier à le proposer et je pense qu'on peut lui tirer notre révérence. Donc après avoir tapoté 2 fois, j'ai mon écran de verrouillage qui apparaît à l'écran. Donc on a toujours là-haut les notifications, ça ne change pas. Après, nous avons un widget affichant l'heure et la date. Alors, ce widget est rond parce qu'en réalité, à côté et en marge, LG a produit de nouvelles housses de protection avec un découpage rond justement sur la devanture, ce qui permet d'accéder à des informations sans avoir besoin de déverrouiller le terminal. Donc ça, c'est assez pratique. Et puis surtout, on a une grosse nouveauté. C'est le Knock Code. Alors le Knock Code, c'est un code, évidemment, qui est créé à partir de différents tapotements. En gros, on a ici un carré qui est composé de 4 carrés. On ne les voit pas, mais ils sont bien là. Et on va pouvoir définir un code, une séquence, si vous préférez, de tapotements pour déverrouiller plus rapidement notre terminal. Donc moi, eh bien, c'est 2 tapotements en bas à gauche et un en bas à droite. Donc je tape 2 fois ici, 1 fois là. Et comme par magie, j'arrive directement sur l'écran d'accueil. Alors la première chose qui frappe, bien sûr, c'est la nouvelle interface mise en place par LG. Une interface qui finalement s'aligne sur ce que propose maintenant la concurrence. C'est-à-dire qu'on a des visuels qui sont très plats, avec des couleurs très plates aussi. Donc on a vraiment quelque chose de minimaliste, de dépouillé, et finalement de très accessible puisqu'on met l'accent sur l'essentiel. Ça c'est une tendance qu'on retrouve maintenant sur toutes les plateformes mobiles du marché. Windows Phone a été la première à le proposer. iOS 7 propose exactement la même chose. Il en ira de même pour iOS 8 et même pour la prochaine version de Google Android. Donc on est sur du flat et il faut bien l'avouer, c'est quand même assez agréable à regarder, c'est assez joli et finalement on s'y retrouve assez vite. Android oblige, on retrouve toujours différents écrans d'accueil qui nous permettent d'accéder à notre contenu. On a le pinch to zoom pour basculer en mode édition et là on va pouvoir créer de nouveaux écrans. On pourra également supprimer les écrans que nous n'utilisons pas si besoin est. Au niveau des widgets, là on a pas mal de nouvelles choses. On a notamment ce nouveau widget qui est composé de différentes zones. On va avoir la météo, localisée bien sûr, on aura l'horloge et puis on aura ce qu'on appelle les Smart Notices. Alors les Smart Notices, pour faire simple, c'est un petit peu un service de conciergerie qui fonctionne sur le même principe que Google Now. En gros, on a des messages qui vont apparaître ici au fur et à mesure en fonction de notre activité, de notre localisation et de différents paramètres. Alors on ne connaît pas toutes les variables de l'équation, mais on se doute que le service s'appuie sur les services actifs propres au téléphone, mais également sur les données des utilisateurs. Ce sera en tout cas logique que ce soit le cas.
En tapant sur la petite flèche, on peut faire défiler les différents conseils quand il y en a plusieurs. Là, en l'occurrence, j'en ai qu'un seul. Donc, en gros, il me dit qu'il va pleuvoir dans l'après-midi et que je dois penser à prendre un parapluie, donc ce qui peut être assez utile lorsqu'on sort de chez soi. Et c'est vrai que c'est assez rigolo. Alors après, bien sûr, on peut quand même se demander si c'est vraiment nécessaire d'intégrer un service comme ça, sachant qu'on a quand même derrière Google Now. Mais bon, ça contribue aussi au charme de la surcouche. Et puis je pense que ça peut intéresser les néophytes et puis tous ces gens finalement qui sont pas très alertes et qui connaissent pas bien le marché. Alors sur l'écran d'accueil qui se trouve complètement à gauche, on a deux éléments en fait distincts. On a une partie qui est dédiée à LG Earth, donc c'est l'outil de Quantified Self imaginé et développé par LG. Et puis en dessous, on a les Smart Tips qui sont en fait des conseils pour apprendre à utiliser notre téléphone. Alors au niveau de LG Earth, eh bien, faut commencer déjà par accepter les conditions d'utilisation. Et puis une fois que c'est fait, on va se retrouver face à un profil à compléter. On va définir notre sexe. On va définir notre âge, donc voilà. On va définir aussi notre taille en centimètres. On va définir notre poids. Ouais, bon, surpoids, ça fait toujours plaisir. Et puis on va définir un objectif d'activité quotidienne. En gros, on va lui dire, voilà, j'ai envie de perdre tant de calories par jour. Et toi, tu vas me calculer en échange le nombre de pas qu'il faut pour atteindre cet objectif. Donc en gros, si vous voulez perdre par exemple 1000 calories, avec le petit calcul savant de l'assistant, on arrive à 33 334 pas, donc ça fait quand même pas mal, faut bien l'avouer. Une fois que c'est terminé, qu'on a enregistré, on a un assistant qui nous explique un petit peu les rudiments et qui nous dit qu'on peut aussi enregistrer des exercices manuellement si on le désire. Et puis ensuite, normalement, voilà, on se retrouve face à l'écran, face à une espèce d'horloge qui va nous dire, qui va nous donner le nombre de pas parcourus et le nombre de calories associés. Donc c'est assez rigolo. On va pouvoir évidemment accéder à un historique. Alors là, évidemment, comme je viens de l'activer, ça ne marche pas, mais sinon on a un historique pour voir un petit peu bien toute l'activité de ces derniers jours. On a aussi la possibilité de définir un type d'exercice. Et dans ce cas-là, l'assistant sera capable de mieux évaluer notre dépense calorifique. Donc si on lui dit par exemple qu'on est en train de marcher, on va dépenser moins de calories que si on se met à courir, ou que si on se met à faire du vélo, de la randonnée, ou même carrément du skate. Donc c'est plutôt rigolo. Et c'est vrai que pour suivre finalement ces exercices, ces séances de footing, ça peut être assez intéressant. Alors après, là encore, faut bien préciser qu'il y a un marché avec beaucoup d'applications qui sont dédiées à cet usage, mais LG a fait le choix de proposer lui aussi son propre outil. Donc toujours sur cet écran d'accueil qui se trouve ici. Alors une fois qu'on a activé l'outil, on a systématiquement un widget qui reste apparent et qui affiche toutes les informations qui vont bien. Et après on a donc les Smart Tips. Alors là ce sont des conseils. Je vais évidemment là encore accepter les conditions d'utilisation. Et donc là on arrive directement sur l'écran d'accueil avec les différents thèmes. Donc on a une partie qui porte sur la caméra, et notamment sur l'autofocus laser. On a aussi une partie qui porte sur le clavier virtuel intégré à la plateforme et sur la saisie prédictive. Et puis on va voir après d'autres éléments. Alors pour obtenir plus d'informations sur un sujet, je tape sur la tuile. J'attends un petit peu. Et là on arrive directement sur le guide avec une vidéo et les explications qui vont bien. Quoique là en l'occurrence les explications sont quand même pas très développées. Alors peut-être que pour le clavier virtuel... Alors le clavier virtuel, on a quand même plus de choses. Il va nous expliquer comment fonctionne le système de suggestion. Donc ça c'est assez cool. Puisqu'on va pouvoir finalement accéder aux mots conseillés plus rapidement et sans avoir besoin de lever les doigts en quelque sorte. Puisqu'il suffira d'un balayage du bas vers le haut pour aller chercher le mot qui nous intéresse. On aura aussi, il me semble, un autre raccourci
cette fois-ci pour déplacer le curseur, en faisant glisser le pouce ou le doigt hein, sur la touche espace vers la gauche ou vers la droite, on va pouvoir remonter en arrière ou repartir en avant et finalement eh bien, se placer juste après ou avant une lettre particulière. Donc ça c'est plutôt chouette, c'est plutôt intéressant. Alors bien sûr, là encore, pour le power user, ça représente finalement, enfin ça présente peu d'intérêt, mais tout le monde hein, n'est pas né avec un téléphone dans la main, donc c'est vrai qu'après pour des gens qui sont pas très alertes, qui sont pas à l'aise, qui connaissent pas vraiment les nouvelles techno, bah, je pense qu'un guide comme celui-là peut être vraiment intéressant, donc ça c'est une très bonne idée. Alors après, nous avons le centre de notification. Là, il n'y a pas de grosse surprise, hein, sauf au niveau des visuels. Pour le reste, on est sur la même structure que ce que proposait le G2. Donc tout là-haut, nous avons déjà la date et l'heure, comme d'habitude, avec ici un bouton permettant d'accéder aux paramètres, aux options de configuration. En dessous, nous avons une barre d'outils qui regroupe différentes bulles. Alors ces bulles, en fait, hein, ce sont des raccourcis qui pointent vers des réglages. On va pouvoir comme ça activer ou désactiver le mode avion, le VoiceMate, les applications QSlide. Voilà, on peut les enlever ou les faire réapparaître. On pourra prendre la main sur la puce NFC, sur la synchronisation des données, le hotspot, le Wi-Fi, le Bluetooth, toutes les bricoles habituelles. La dernière icône nous permettra de modifier ces raccourcis et là on pourra les réorganiser en les faisant glisser ou même les désactiver ou les activer. Donc ça c'est quand même assez rigolo et c'est plutôt fun. Au niveau de la présentation, on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche beaucoup du TouchWiz de Samsung et qui est donc aux antipodes de ce que l'on a sur la surcouche de Sony. Ensuite, nous avons les QSlide Apps. Alors ça, ce sont des applications que nous allons pouvoir ouvrir en mode fenêtré. Si j'ouvre par exemple mon agenda, eh bien hop, il apparaît en surimpression par-dessus l'écran. Et je vais pouvoir même aller chercher, si j'ai envie, une deuxième application, comme par exemple la calculatrice, pour l'afficher elle aussi sur l'écran. Et après, bon, je pourrais toujours vaquer à mes occupations, ouvrir le navigateur par exemple derrière, et puis juste, histoire quand même de pouvoir regarder ce qui se passe, j'aurais uniquement à jouer avec la tirette pour réduire l'opacité de mes fenêtres. Et comme ça, je verrai un petit peu ce qui se passe sur ma page web. Je pourrais aussi fermer, hein, si j'ai envie, la fenêtre de mon choix en tapant sur la petite croix, ou la déplacer, hein, toujours évidemment à l'écran, sans oublier le redimensionnement aussi qui fonctionne plutôt bien. Donc là, on est sur une particularité de la surcouche d'LG. Faut avouer que ça marche quand même plutôt bien. Le système, il me correspond moins que ce qu'on a sur l'Xperia. Dans le sens où, avec l'Xperia, on peut ouvrir n'importe quel widget comme ça en mode fenêtré. Là, malheureusement, chez LG, on est limité vraiment à ces applications-là et donc aux applications natives qui sont propres au constructeur. Ça, c'est un petit peu dommage. J'aurais aimé plus d'ouverture de ce côté-là. Alors, évidemment, on a aussi un bouton là pour modifier les raccourcis. Et donc, par exemple, si on n'a pas besoin du gestionnaire de fichiers, on va pouvoir le désactiver. Au contraire, si la calculatrice est importante à nos yeux, on va la faire remonter dans la liste pour y accéder plus rapidement. Alors après, je repars dans le centre de notification et j'ai deux tirettes pour régler la luminosité de l'écran ou le son, donc ça c'est plutôt cool. Par rapport au son, j'ai aussi un petit bouton qui va me permettre de prendre la main par exemple sur la sonnerie du téléphone, sur les sons de notification, sur la musique ou les autres médias. Donc on a vraiment plusieurs pistes finalement audio avec lesquelles on va pouvoir s'amuser, ce qui est plutôt pratique. Et puis enfin, en dessous, nous avons les messages générés par nos applications. Donc ça, ce sont les notifications à proprement parler. Il y a pas mal de choses. Si on a envie de faire un coup de ménage, on a toujours le bouton effacer juste ici pour tout virer. À condition de bien viser. Voilà. Donc voilà pour ce tour d'horizon du centre de notification. Il me plaît pas mal. Sincèrement, je l'aimais déjà bien sur le G2. Donc là, sur le G3, a priori, il ne pouvait que me plaire. On passe maintenant au multitâche qui est accessible par ce petit bouton virtuel. Donc là, on a une présentation qui est relativement lisible. Chaque application est positionnée sur une grille constituée de 3 colonnes et de 3 lignes. Pour fermer une application, on n'a qu'à la prendre, par exemple celle-là. Voilà, alors il ne veut pas. Voilà, et la faire glisser sur un côté. Donc ça marche évidemment avec toutes les applications et donc toutes les vignettes. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'en bas, on va trouver deux boutons pour tout supprimer, donc fermer toutes les applications, ou pour accéder à la double fenêtre.
La double fenêtre va nous permettre de placer deux applications côte à côte. Par exemple, je vais prendre une première application, Chrome, et je vais la faire glisser vers le haut. Ensuite, je vais prendre une autre application, comme par exemple ma boîte Gmail, et je vais la faire glisser vers le bas. Et là, comme par magie, eh bien, j'ai mes deux applications qui apparaissent à l'écran. Au milieu, j'aurai aussi une tirette pour agrandir ou rétrécir l'application du dessus ou celle du bas. Donc c'est quand même assez simple, assez convivial, et on retrouve là encore une logique ergonomique proche de ce que propose Samsung avec les Notes. Alors c'est vrai que la division de l'écran, sur un terminal équipé d'une diagonale de 4 pouces, ça ne représente pas grand intérêt. Maintenant, quand on monte au-delà des 5 pouces, c'est quand même déjà beaucoup plus intéressant puisqu'on va pouvoir faire deux choses en même temps sans pour autant trop sacrifier l'affichage de nos applications. Là, c'est vrai que mon navigateur, il reste relativement utilisable. Et même chose pour ma boîte mail. Bon, c'est vrai qu'on a un peu moins de place, c'est un peu moins confortable, mais ça reste quand même plutôt fonctionnel. Et après, quand on a fini, eh bien, on appuie sur le bouton d'accueil et là, automatiquement, on quitte ce mode d'affichage et on repart bien sur l'un de nos écrans d'accueil. Ensuite, nous avons l'affichage des applications. Alors là, on est sur une présentation qui est relativement traditionnelle, c'est-à-dire que là-haut, on va retrouver un onglet pour afficher les applications, un autre pour afficher les widgets. On a ici un bouton qui va nous permettre de lancer une recherche, donc ça, c'est quand même assez pratique. Et puis ensuite, nous avons un autre bouton pour accéder à des propriétés avancées. Et là, on va pouvoir afficher ou masquer des widgets, désinstaller des widgets ou des applications, bien sûr, et puis accéder aux paramètres de l'écran d'accueil. Donc là, c'est vrai que c'était quand même une présentation qui est assez traditionnelle. Alors, c'est efficace, hein, ça marche bien, mais j'aurais quand même aimé qu'LG aille un peu plus loin et propose peut-être des filtres avancés comme ce qu'on trouve sur la surcouche de Sony. Donc ça, c'est malheureux, mais bon, voilà. On ne peut pas non plus tout avoir. Alors après, on a aussi pas mal d'applications différentes. Alors toujours les mêmes choses. On va retrouver un agenda, un client mail, un lecteur média. Je ne vais pas forcément tous vous les montrer. On va juste passer en revue les différentes interfaces qui sont proposées, histoire que vous puissiez voir qu'on est vraiment sur quelque chose d'ultra flat et de plutôt joli finalement, puisque ce sont des applications qui vont être simples à utiliser. On n'aura pas besoin d'un Bac+5 pour s'y retrouver et finalement c'est pas mal puisque du coup la plateforme sera plus accessible pour le commun du mortel. Donc l'horloge, le navigateur internet que vous avez déjà vu tout à l'heure, la messagerie, voilà, avec un message petit cochon envoyé à ma copine, la météo, histoire d'avoir toutes les infos qui vont bien sous la main, lecteur musical avec une belle interface violette, différents onglets pour se déplacer plus facilement dans notre contenu, le répertoire, là encore on est sur une interface très soignée avec plusieurs onglets qui vont nous permettre d'accéder à nos contenus, le composeur, alors lui il va droit à l'essentiel, hein, pas de fioritures. Et ainsi de suite, donc on a quand même beaucoup de choses, et c'est vrai qu'en fin de compte, on a une certaine homogénéité, si je puis dire. Toutes les applications natives proposées par LG proposent la même interface, donc on est sur un ensemble qui est quand même très très cohérent. Après, parmi les bonnes surprises, on a toujours le Quick Remote, donc la télécommande, et puis surtout la radio FM, qui marche avec les écouteurs, et qui va vous permettre d'écouter la radio durant vos déplacements, donc c'est quand même très très propre. C'est très complet, donc on est sur une offre qui tient parfaitement la route et qui est comparable à ce que propose la concurrence. Puis on va finir avec les paramètres. Alors au niveau des paramètres, on a toujours cette présentation sur plusieurs onglets différents avec tout ce qui touche au réseau regroupé sur cet écran, tout ce qui touche au son regroupé sur un deuxième écran, pareil après pour l'écran et les paramètres généraux. Alors au niveau du réseau, on va pouvoir gérer notre connexion Wi-Fi, Bluetooth, activer ou désactiver nos données mobiles, le partage
et le partage de connexion. Le son, il n'y a pas de grosses surprises, on a toujours à peu près la même chose. On va pouvoir activer la vibration sur les touches, on va pouvoir gérer le vibreur, on va pouvoir choisir notre sonnerie. Activer un mode silencieux aussi, donc ça peut être pas mal, dans le sens où on va pouvoir bien bloquer un peu les alarmes et les appels entrants quand on est en train de dormir, ce qui est quand même assez sympathique. On va même avoir la possibilité de définir une plage horaire. Donc là, par exemple, je peux lui dire de me laisser tranquille entre 22h et 6h du matin, toute la semaine. Donc voilà, on a quand même des options qui sont courantes, mais utiles. Au niveau de l'écran, bon, bah après, c'est toujours les mêmes options. Écran de verrouillage avec le type de verrouillage, le knock code notamment. Il y en a d'autres, hein, évidemment. On va avoir le glissé, enfin le balayage, si on peut dire, la reconnaissance faciale, bon, qui marche pas super bien, le schéma, qui est assez lourdingue finalement, puisque bah, voilà, on a souvent tendance à se planter quand on veut aller trop vite et qu'on a un schéma complexe, le code PIN et le mot de passe. Bon, il n'y a pas de grosses surprises, on est bien d'accord, mais bon. On a aussi la possibilité d'activer ou de désactiver les animations de la météo, donc ça c'est plutôt cool. Alors après, évidemment, ça a un impact hein, sur l'autonomie du terminal, bien sûr. Et puis on a les touches tactiles, ça c'est quand même très bien puisqu'on va pouvoir eh bien, choisir différentes ambiances. Alors, on aura du flat en blanc et en noir. Et puis surtout, on va choisir eh bien, la combinaison de boutons et on va pouvoir ajouter de nouveaux raccourcis à la zone. Donc là, par défaut, si vous voyez, j'ai 3 boutons, un bouton de retour, le bouton de retour sur l'écran d'accueil et le bouton permettant d'accéder au multitâche. Bon, bah, maintenant, je vais pouvoir par exemple lui dire que le double fenêtre, eh bien, je le veux aussi. Et là, automatiquement, j'ai mon bouton double fenêtre qui apparaît. Ça, c'est vraiment super pratique, puisqu'en fin de compte, vous allez pouvoir composer votre barre d'outils à vous et accéder comme ça plus rapidement aux fonctions phares de la plateforme. Derrière, on a aussi une autre fonction pour masquer les touches tactiles dans certaines applications et là on va simplement lui dire de quelles applications il s'agit. Donc par exemple, si je coche Chrome et que je repars sur l'écran d'accueil et que je démarre Chrome, automatiquement il va me cacher le petit dock. Donc ça c'est quand même super pratique puisque là on est vraiment sur un mode plein écran, un vrai mode plein écran qui va nous permettre de profiter au maximum de la diagonale du G3. Pour sortir, il suffit de bouger le doigt du bas vers le haut. Donc c'est quand même très simple et puis en fin de compte on s'y habitue plutôt bien. Alors derrière on va aussi pouvoir gérer le type de police, sa taille, la luminosité de l'écran, la LED de notification, la rotation automatique de l'écran, la mise en veille de l'écran. Alors l'écran intelligent, ça c'est une option qui est assez sympa puisque quand elle est activée, eh bien l'écran ne se mettra pas en veille tant qu'il détectera notre visage, donc ça c'est plutôt cool. Et puis après, des bricoles pour les animations, bon, ça on peut passer dessus. Et puis enfin, dans l'onglet général, on va avoir tout ce qui touche aux langues, à la localisation, aux différents comptes paramétrés sur le terminal, au cloud, à l'accessibilité. On a aussi des options pour l'utilisation à une main, donc ça c'est en lien avec le clavier notamment. On a une autre option pour les touches de raccourci, donc ça on va pouvoir en fait activer des petits raccourcis pour accéder plus rapidement à des applications. Là par défaut en fait, eh bien, si on appuie pendant quelques secondes sur le bouton volume plus qui se trouve sur le dos de l'appareil, on pourra lancer l'outil de prise de notes. Si on appuie sur le bouton volume moins, on lancera l'application photo. Donc ça c'est toujours bon à prendre. Et puis après, des options sur la confidentialité et sur le mode invité, puisqu'on aura la possibilité d'activer une session cloisonnée pour nos amis, les membres de notre famille, et ainsi de suite. Ensuite, nous avons les fonctions intelligentes oula, j'étais un petit peu trop vite, avec les gestes notamment, donc voilà, là encore plein d'options pour rendre notre téléphone encore plus facile à utiliser. Là par exemple, on va pouvoir, en activant cette option-là, eh bien, prendre les appels directement lorsqu'on mettra le combiné à notre oreille. Et puis on a plein de choses aussi pour la pause de lecture de vidéo, pour le mode silence, et ainsi de suite. Donc ça c'est quand même assez complet.
Après, évidemment, une option pour le Quick Circle que je n'ai pas, donc que je ne peux pas vous montrer. Et j'ai eu l'occasion de le voir tourner et de jouer un peu avec lors d'une soirée parisienne, et c'est vrai que c'était assez sympa. C'était plutôt cool. Alors ça reprend exactement le même principe que le Quick, alors c'est quoi, c'était là la housse du G2. Sauf que là, on a une ouverture qui est ronde, on a aussi un peu plus de widgets, avec notamment des raccourcis qui pointent vers des applications. Donc voilà, c'est vraiment comme le G2 en mieux. Et puis, donc là, on pourra activer ou désactiver le mode double fenêtre. Puis ensuite, évidemment, tout ce qui touche à la batterie et ainsi de suite. Et voilà pour ce test. Alors forcément, j'oublie plein de choses, et comme à chaque fois, ça va me revenir juste après avoir encodé ma vidéo et avoir attendu 2 jours pour qu'elle soit envoyée sur YouTube. Tout le monde n'a pas la fibre, malheureusement. Donc tant pis, hein, ça fait partie du jeu, et puis je prépare pas vraiment mes vidéos, donc j'ai pas de fil directeur. Ce que je peux vous dire quand même, en tout cas, parce qu'il faut quand même balancer une petite conclusion histoire d'eux, c'est que le G3 est une excellente surprise. Ça ne m'étonne pas, j'avais beaucoup aimé le G2, et le G3, pour moi en tout cas, est un G2 sublimé. On a un écran qui est plus grand, qui est encore plus beau. Alors, pourtant, c'était pas évident hein, d'arriver à dépasser la qualité d'affichage du G2. Et puis, on a des finitions qui sont vraiment magnifiques. Alors, c'est vrai, c'est pas du métal, c'est pas de l'aluminium, c'est pas du bois ou du bambou ou du Kevlar ou je ne sais quoi. C'est que du plastique. Mais c'est du beau plastique. Et c'est du plastique avec une belle texture. On est vraiment aux antipodes de ce qu'on trouve sur certains terminaux concurrents. Je n'ai pas cité de nom, même si tout le monde voit bien de qui ou plutôt de quoi je parle. Donc malgré le fait que la coque du G3 soit en plastique, on a quand même une qualité au niveau de définition qui est indéniable. Après, on a aussi évidemment ces fameux boutons qui font office de signature. Pour moi, vraiment, ça, c'est pas juste un petit clin d'œil marketing, c'est pas juste une bricole qui a été mise en place pour faire parler les sites d'actualité ou les blogueurs. C'est vraiment quelque chose qui apporte beaucoup au quotidien, puisqu'on n'a plus besoin, grâce à ce positionnement de boutons, on n'a plus besoin d'aller chercher les boutons sur les tranches quand on est en train de passer un appel. Ils nous tombent directement sous l'index et finalement, on ne tâtonne plus. Et une fois qu'on s'est habitué à cette disposition-là, après c'est très difficile de revenir en arrière. Vraiment très très difficile d'ailleurs. Et puis bien sûr, on a l'autofocus laser. Alors ça les amis, là encore, c'est vraiment pas une bricole marketing, loin de là. Le G3 est sans doute le terminal le plus rapide à faire la mise au point. Et c'est pas une blague, vraiment pas. Je veux dire, c'est super impressionnant de voir un téléphone portable être capable de faire la mise au point en quelques dixièmes de seconde, y compris en fin de journée avec une lumière dégueulasse. Si vous prenez beaucoup de photos de votre chien, de votre chat, de votre enfant, c'est clair que là c'est un argument de poids parce qu'il n'y a aucun téléphone aussi rapide que le G3, pas pour faire la mise au point. La qualité des photos en plus est vraiment bien. Je veux dire, sincèrement, vous prenez une photo avec le G3, vous passez derrière avec le HTC One M8 qui est censé quand même être optimisé pour la photo, le G3 s'en sort mieux, voilà, tout simplement. Alors il n'arrive pas non plus au niveau du Z2, c'est vrai, mais je pense que pour une utilisation conventionnelle, traditionnelle, ça suffit amplement. Et puis ensuite il y a l'autonomie. Alors moi j'avais pas mal de doutes là-dessus, je me suis dit bon voilà, avec une batterie de 3000 mAh, on est sur une capacité identique à celle du G2, sauf que là on a quand même un écran QHD à alimenter. J'avais un petit peu peur et en fin de compte, non. J'ai pas eu l'impression d'avoir moins d'autonomie que d'habitude ou que sur d'autres terminaux. Là, dernièrement, c'est vrai que j'ai eu l'occasion de beaucoup jouer avec le Z2, avec aussi le HTC M8. Et en fin de compte, on est vraiment sur une autonomie similaire. Vous pourrez tenir facilement plus d'une journée avec le G3 sans vous serrer la ceinture, sans faire trop d'efforts. Le seul truc, c'est qu'il faudra vraiment éviter de regarder trop de vidéos parce que là, par contre, la vue en vidéo, ça consomme énormément. Mais bon, j'ai envie de dire que c'est le cas pour tous les téléphones du marché. Voilà donc pour ce test. Les prochaines vidéos porteront sur quoi? Elles porteront sur le Z2 parce que j'ai toujours un test en cours. Je suis un petit peu à la bourre d'ailleurs, donc je vais essayer de mettre le paquet là-dessus.
Et puis normalement, je devrais aussi vous parler d'un NAS de Tecus qui devrait arriver prochainement à la maison. Et puis de 2-3 gadgets aussi qui sont assez cool, et notamment des petits cubes qui font office en fait de puzzle en 3 dimensions. C'est assez barge, et j'adore le concept vraiment, et je pense que ça va vous plaire. Si vous avez des questions, les commentaires sont là pour ça, et moi je vous dis à très très vite. Ciao!